Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, la ville de Mont-Tremblant annonce l'acquisition de 2 Lugiglace conçus pour faciliter le déplacement d'un fauteuil roulant sur la glace. L'Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais et la table Forêt-Laurentide organisent des visites en forêt privée sur le territoire laurentien. Le C3S de Laurentides et le collège Lionel Groux sont fiers de souligner la réussite des 5 premiers finissants au programme d'attestation d'études collégiales d'intégration à la profession infirmière au Québec pour les infirmières diplômées hors Canada. Et le comité de démolition de la ville de Mont-Laurier a tenu une audience publique le 19 février dernier à la salle du conseil municipal à la suite de la demande de démolition de la gare déposée par la MRC d'Antoine Labelle. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui offrira un service gratuit de livraison de matériaux de remplissage au cours du printemps et de l'été 2024 aux résidents, commerçants ou entreprises qui en feront la demande. Pour être admissibles, les personnes intéressées doivent remplir une demande de permis de remblai auprès du service de l'urbanisme et se conformer aux normes applicables. Le matériel de remplissage qui sera offert est une terre mixte qui provient des travaux de nettoyage des fossés. Elle est composée d'un mélange de terre et de plusieurs matières, notamment du sable, de la pierre et des végétaux. Une terre de remblai peut servir à niveler et à élever un terrain, mais n'est pas une terre de finition. Il est à noter qu'il est interdit d'effectuer des travaux de remblai aux emplacements suivants. Sur le littoral, la rive et sa bande de protection des lacs, les cours d'eau et les milieux humides, sur la superficie de terrain devant être préservée à l'état naturel, au-dessus et ou à proximité d'une installation septique. La quantité minimale de matériel de remplissage par livraison est de 12 tonnes, soit l'équivalent d'un voyage de camion de 10 roues. Pour faire une demande, il suffit de remplir le formulaire en ligne à villedemonttremblant.qc.ca/remblai ou remplir un formulaire en personne auprès du service de l'urbanisme à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez visiter l'Hôtel de Ville sans rendez-vous en après-midi du lundi au vendredi. Vous devez joindre un croquis de l'emplacement du dépôt du remblai sur la propriété. Vous devez également prévoir des frais de 50 $ pour le permis si celui-ci est émis après l'étude de la demande. Pour maximiser vos chances de recevoir une livraison de terre de remblai au courant de la saison estivale, il est fortement recommandé d'envoyer votre demande entre le 1er et le 31 mars. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service de l'urbanisme au 819-425-8614 ou par courriel à urbanisme@villedemonttremblant.qc.ca. Mont-Tremblant possède de nombreux lacs qui représentent des joyaux naturels importants sur le territoire de la ville et veille à leur protection. Elle a d'ailleurs été l'une des premières villes du Québec à intégrer la notion de gestion par bassin versant à son plan d'urbanisme dès 2008. Mais est-ce que les lacs sont vraiment en bonne santé et quels sont les impacts de l'activité humaine sur les lacs? Comment est-il possible de mieux encadrer les développements futurs? Des réponses et des pistes de solutions seront données lors d'une soirée d'information qui aura lieu le lundi 4 mars de 17h30 à 20h30 à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Les places en salle étant limitées, l'inscription est requise. La présentation sera également web diffusée. Une période de questions est prévue dans les 2 cas. L'urbanisation et les activités humaines peuvent générer une augmentation des sédiments et de nutriments tels que le phosphore rejeté vers les plans d'eau et entraîner la prolifération des algues et de plantes aquatiques. Ce phénomène a des impacts importants, notamment sur la biodiversité. La Ville a donc mandaté Groupe Hémisphère pour réaliser une étude de modélisation des apports en phosphore dans les lacs de Mont-Tremblant. Les résultats seront dévoilés lors de la soirée d'information. L'objectif de cette analyse est de quantifier l'impact des infrastructures existantes à l'intérieur des bassins versants pour mieux encadrer les développements futurs et ainsi tenter de limiter les conséquences de l'activité humaine sur les lacs. La soirée d'information sera également l'occasion pour la Ville de Mont-Tremblant de présenter une mise à jour du bilan de santé des lacs réalisé en 2023. Depuis 2024, la Ville de Mont-Tremblant a intégré le programme d'évaluation et de surveillance des lacs afin de mieux comprendre et suivre l'évolution de l'état des lacs. Tous les 5 ans, elle procède à la collecte et à l'analyse d'échantillons d'eau de 14 lacs sur le territoire, dont les résultats lui permettent de surveiller la qualité de l'eau et d'établir le niveau trophique des lacs, c'est-à-dire leur classement selon la concentration des matières nutritives. La soirée d'information aura encore une fois lieu le 4 mars de 17h30 à 20h30 en présentiel à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Encore une fois, une réservation est requise
à cause du nombre de places limitées. Vous pouvez réserver en ligne via la plateforme de diffusion en direct. La Ville de Mont-Tremblant souhaite informer sa population qu'une fraude est actuellement en cours impliquant des messages textes prétendant provenir de la Ville de Mont-Tremblant. Ces messages demandent aux destinataires de payer des contraventions par ce biais. Voici donc quelques points importants à retenir. La Ville de Mont-Tremblant ne communique jamais par message texte pour demander des paiements de contraventions. Si vous recevez un tel message, soyez vigilant et méfiez-vous. Vérifiez l'authenticité de la demande, par exemple le numéro de provenance, et en cas de doute, contactez directement les services municipaux au 819-425-8614 pour confirmer toute l'information. Si vous recevez un message suspect, ne répondez pas et signalez-le immédiatement aux autorités compétentes. Soyez vigilant, informez et partagez cette mise en garde avec vos proches pour prévenir et contrer cette pratique malveillante. La Ville de Mont-Tremblant annonce l'acquisition de 2 lugiglaces conçues pour faciliter le déplacement d'un fauteuil roulant sur la glace, grâce à un don de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut, dont bénéficie également la Ville de Sainte-Agathe. Ce nouvel équipement permet aux personnes à mobilité réduite de profiter des patinoires en toute sécurité. Les 2 luges sont disponibles sans réservation à l'Aréna Gilles Cadieux. La lugiglace est un support qui s'adapte facilement à tous les types de fauteuils roulants et facile d'utilisation. Son système innovant permet aux personnes accompagnatrices de déplacer une personne en fauteuil roulant sur les surfaces glacées sans grand effort. Cette acquisition fait suite à une demande citoyenne qui a touché la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut et qui a fait boule de neige auprès des 2 villes, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de leur population et l'accès à leurs infrastructures. En décembre 2022, le Conseil municipal de Mont-Tremblant a adopté un règlement visant à interdire certains articles de plastique à usage unique sur son territoire, soit les sacs d'emplettes, les ustensiles, les bâtonnets à café et les pailles. Afin de poursuivre les efforts entamés, le Conseil a adopté en décembre dernier une modification réglementaire pour bonifier le règlement. Ainsi, depuis le 1er janvier, la distribution de tout récipient alimentaire et leur couvercle fait de plastique numéro 6 et 7 est également interdite. Une période d'adaptation de 6 mois a toutefois été accordée aux commerçants afin de leur permettre d'implanter les mesures nécessaires à cette transition. Cette mesure s'applique aux commerces de restauration et du domaine de l'alimentation du territoire. Elle vise tant les transactions à la caisse que les commandes ou les plats à emporter, de même que les livraisons à partir d'un commerce situé à Mont-Tremblant. Voici donc la liste des produits ajoutés au règlement et qui sont interdits depuis le 1er janvier. Les récipients alimentaires tels que les tasses, verres, boîtes, récipients à clapet, récipients à couvercle, bols et assiettes et leurs couvercles faits de plastique numéro 6 et 7. Les barquettes alimentaires faites de plastique numéro 6 et 7, les articles à usage unique déjà visés par les règlements. Voici donc la liste des produits qui sont interdits depuis le 28 décembre 2022. Les sacs d'emplettes à usage unique composés de plastique, incluant les sacs OXO biodégradables, oxyfragmentables, biodégradables et en plastique compostable, les ustensiles en plastique à usage unique, les bâtonnets à café en plastique, les pailles en plastique à usage unique. Les articles suivants sont exemptés de l'interdiction, soit les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs d'emplettes en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires en vrac, les sacs en plastique distribués par une entreprise offrant le service de nettoyage à sec, les produits déjà emballés par un processus industriel, les sacs en plastique servant à l'emballage des pneus, les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les récipients alimentaires, soit les tasses, verres, boîtes, récipients à clapet, récipients à couvercle, bols et assiettes et leurs couvercles faits de plastique numéro 1 à 5, les barquettes alimentaires faites de plastique numéro 1 à 5. Les articles ajoutés au règlement municipal sont faits à partir de matières qui ne sont pas recyclables ou qui ne sont pas prises en charge par les infrastructures de compostage. Il est donc important de noter que plusieurs options de rechange sont disponibles. Conséquemment, les récipients alimentaires et barquettes alimentaires faites de plastique numéro 1 à 5, ainsi que ceux faits de matières compostables outre le plastique numéro 7, sont toujours autorisés. La Ville mettra à la disposition des commerçants du matériel de sensibilisation ainsi qu'un guide afin de faciliter la transition et d'aider les gens d'affaires à trouver les options de remplacement les mieux adaptées à leur réalité. La Ville s'engage également à sensibiliser la population aux habitudes de consommation éco-responsables, dont l'achat d'articles réutilisables. Pour toute question sur cette mesure ou pour plus de détails sur le règlement, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le service de l'environnement et du développement durable au 819-425-8614 ou par courriel à environnement
à commercial-ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant lance un appel aux producteurs et productrices ainsi qu'aux artisans de l'agroalimentaire et des métiers d'art de la table pour participer gratuitement au marché de l'été de Mont-Tremblant à l'espace public en 2024. Cet événement offre une occasion unique aux exposants de ces secteurs de présenter leurs produits, de rencontrer une nouvelle clientèle et de se faire connaître dans la région. Confortablement installé dans ce nouvel emplacement au cœur du centre-ville, le marché d'été de Mont-Tremblant a clos la saison estivale 2023 avec un bilan remarquable marqué par une affluence record. Le réaménagement des espaces a été particulièrement apprécié des visiteurs ainsi que par les exposants, offrant une ambiance agréable et une accessibilité accrue aux kiosques. Après le succès de cette saison, la Ville recherche des personnes passionnées pour occuper un poste et faire découvrir leurs produits et savoir-faire reliés à l'alimentation lors de la prochaine édition du marché d'été. Les personnes qui souhaitent soumettre leur dossier sont invitées à remplir le formulaire d'inscription disponible à ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca/marché avant le 13 mars. Les personnes sélectionnées recevront une confirmation au courant de la semaine du 1er avril. Membre de l'Association des marchés publics du Québec, le marché d'été attire une clientèle ouverte, curieuse et à l'appétit toujours grandissant pour les produits locaux. Ainsi, afin de favoriser le principe d'agriculture de proximité, la priorité sera accordée aux candidatures du Grand Mont-Tremblant jusqu'à un rayon de 100 km. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire en téléphonant 819-425-8614 ou par courriel à culture-et-loisirs@commercial-ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant est heureuse de présenter l'exposition Ce qu'il nous reste de beau de Sylvie Arsenault jusqu'au 31 mars à la salle Alphonse Desjardins, située au 1145 rue de Saint-Jovite. À travers cette exposition, l'artiste peintre propose une prise de conscience du monde qui nous entoure. Elle invite à s'ouvrir dans un dialogue entre la beauté du quotidien et l'individu qui ne lui accorde pas une véritable attention. Jusqu'au 31 mars, l'exposition sera accessible les lundis et mardis de midi à 18h, du mercredi au vendredi de 10h à 19h et les samedis et dimanches de 9h à 16h. L'entrée est libre. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour toute question concernant l'exposition ou sa démarche artistique, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au culture et loisirs à commercial-ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca au 311 ou au 819-425-8614. À la recherche d'activités dynamiques et revigorantes qui plairont à coup sûr à toute la famille cette semaine de relâche, ne cherchez pas plus loin, la CEPAC offre une panoplie d'activités qui garantiront plaisir et joues rouges autant pour les petits que les grands. Une aventure des plus énergiques sur les 20 km de nouvelles pistes de fat bike au Parc national de la Gaspésie ou encore une balade olfactive et sensorielle transportant au fond du Saint-Laurent avec odorat à l'Aquarium de Québec. Et pourquoi pas une sortie en ski nordique dans les magnifiques sentiers boisés du Parc national de la Jacques-Cartier, maintenant encore plus accessible en nature. Ces activités et bien d'autres font partie de la programmation spéciale de la CEPAC entre le 26 février et 8 mars prochain. Sortez vos tucs et vos mitaines, votre famille a rendez-vous avec la grande nature. Non seulement l'accès aux parcs nationaux et la location d'équipements est en tout temps sans frais pour les jeunes de 17 ans et moins, mais les adultes pourront également profiter d'un accès gratuit aux parcs nationaux 3 jours par semaine avec plusieurs dates disponibles à la relâche. Pour connaître tous les détails sur les activités et découvrir encore plus de choses à faire, consultez le site web de la CEPAC. Revenez-nous après la pause. Le président de Saint-Hubert, Richard Schofield, est le président d'honneur de l'édition 2024 du Golf Vélo de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut. Le Golf Vélo, l'une des plus importantes activités de financement annuelles de la Fondation, se tiendra le lundi 3 juin prochain au Club de golf Valmorin. L'un des plus beaux, l'un des plus vieux et enchanteurs parcours de golf des Laurentides. Le président de la Fondation, Michel Rochon, mentionne qu'avec l'appui du club de golf, de son propriétaire Mario Leclerc et de l'engagement d'un homme comme Richard Schofield, l'événement se dirige vers une autre réussite colossale. M. Rochon confirme d'ailleurs la mise en vente des billets au coût de 300 $ pour le golf et pour le vélo. Le prix inclut le brunch, l'activité golf ou vélo ainsi que le cocktail dînatoire de fin de journée. Richard Schofield occupe le poste de président du groupe Saint-Hubert depuis 2015.
En plus de gérer la division restauration, il est aussi responsable de la division détail qui regroupe les activités de production et de distribution des produits retrouvés en épicerie. M. Schofield préside le conseil d'administration de la Fondation Saint-Hubert qui redonne le sourire aux familles. Il mentionne qu'il prend grand plaisir à se joindre à l'équipe de la Fondation médicale pour le Golf Vélo 2024. Il ajoute qu'il a été témoin des actions de la Fondation qui permet jour après jour aux gens de la région d'avoir des soins de santé de qualité en évitant de se déplacer dans les grands centres. Il faut faire vite pour participer au Golf Vélo 2024 comme participant, commanditaire ou donateur, car les places sont limitées. Les personnes intéressées peuvent contacter Daniel Desjardins au 819-324-8923 ou à daniel@fondationmédicale.com. Cet hiver, l'Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais et la table Forêt-Laurentide organisent des visites en forêt privée sur le territoire laurentien. Ces visites chez des producteurs de bois régionaux ont pour objectif d'informer les propriétaires de l'eau boisée sur les avantages et les étapes de l'aménagement forestier. Lors de ces excursions guidées, les propriétaires feront la démonstration de coupe de bois avec divers équipements. En raison des problématiques d'approvisionnement en forêt publique et de la vigueur des marchés, l'industrie forestière se tourne de plus en plus vers les forêts privées afin de répondre à la demande exponentielle des usines de la région des Laurentides. Les forêts privées régionales représentent un énorme potentiel en ce qui a trait à la récolte de bois. Tant sur le plan financier qu'environnemental, les propriétaires forestiers ont tout avantage à avoir recours à de bonnes pratiques d'aménagement forestier afin de se prémunir contre le dépérissement des forêts et d'assurer leur saine croissance. Guidés par un ingénieur forestier, les propriétaires auront l'occasion de faire une visite dans une forêt actuellement en chantier ou qui a récemment été aménagée. Les visites sont gratuites, cependant les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées. Les inscriptions se font directement dans le formulaire en ligne de l'Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais ou par téléphone au 819-951-2647. Pour en savoir plus sur les visites forestières et sur la forêt privée, consultez le site web de l'Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais au www.apflo.ca/visite avec un S, trait d'union forestière également avec un S. Que vous soyez membre de conseil d'administration, employé et ou bénévole d'organismes sans but lucratif, Loisirs Laurentides vous invite à proposer votre bénévole de l'année. Vous avez la chance de mettre en nomination un bénévole, faites vite. Pour une autre année consécutive, Loisirs Laurentides lance sa demande de candidature pour le prix du bénévole de l'année pour les bénévoles de la région des Laurentides qui ont contribué dans l'une des catégories suivantes: sport, activité physique, loisirs culturels ou plein air. Pour être admissible à l'un des prix bénévoles de l'année, le candidat doit avoir contribué bénévolement durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Le processus de dépôt de candidature pour les prix bénévoles de l'année est disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. Vous avez jusqu'au 26 mars prochain à 16 h. Les prix seront remis lors de la semaine de l'action bénévole. Loisirs Laurentides vous invite à proposer une personne qui a contribué de façon exceptionnelle dans le sport et enrichi la région pour remporter le prix Henri Descarnel. Loisirs Laurentides recherche un bâtisseur, bénévole ou non, qui, avec sa motivation et ses contributions sur tout l'ensemble d'une vie, a marqué un sport ou l'organisation d'événements sportifs et dont les réalisations ont enrichi et profité à la région des Laurentides. Si vous connaissez une personne qui correspond à cette description, proposez sa candidature au prix Hommage Henri Descarnel en utilisant le formulaire disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. Vous avez jusqu'au 26 mars prochain à 16 h pour le faire. La personne retenue sera dévoilée lors du gala annuel du Fonds de l'athlète des Laurentides qui se déroulera le 2 juin prochain au quartier 50+ à Saint-Jérôme. Un total de 210 personnes, 154 athlètes, 42 entraîneurs accompagnateurs et 14 missionnaires composeront la délégation de la région des Laurentides qui participe à la 58e finale des Jeux du Québec qui se déroule du 1er au 9 mars dans la ville de Sherbrooke. C'est ce qu'a annoncé Loisirs Laurentides lors de la traditionnelle rencontre pré-départ de la délégation laurentienne qui a eu lieu au centre Guy Frigon à Blainville. Plus de 400 personnes se sont donné rendez-vous à cet événement qui a pour objectif de présenter aux médias régionaux les membres d'équipe Laurentide. Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux du Québec, les 154 athlètes de la délégation des Laurentides ont activement participé à 20 événements régionaux. Que ce soit des tournois, des camps de sélection ou des finales régionales, ces différentes compétitions ont suscité la participation de 600 athlètes sur tout le territoire des Laurentides. Ce sont donc les meilleurs d'entre eux qui nous représenteront lors de ces Jeux. Soulignons la présence de l'ex-judoka de Blainville, Joliane Melançon, qui a offert une conférence inspirante aux athlètes dans le cadre du programme Jouer gagnant
et la présence d'Anne-Catherine Gauthier-Lamère, qui a fait une présentation des services de l'organisme Sport-Aide. La délégation des Laurentides est composée de jeunes sportifs et de sportives âgés de 12 à 16 ans qui proviennent des 37 municipalités. Les Laurentides auront des représentants dans les disciplines suivantes, le badminton, la boxe olympique, curling masculin, l'escrime, la gymnastique, l'haltérophilie, le hockey masculin et féminin, le judo, le patinage artistique, le patinage de vitesse sur courte piste, le plongeon, la ringuette, le ski de fond, le tennis de table et le trampoline. Les Jeux du Québec ont lieu à tous les ans et cette 58e finale provinciale se veut comme d'habitude une loyale compétition entre les finalistes des 19 régions de la province. Les chances pour la délégation des Laurentides de récolter des médailles sont très bonnes. Lors des Jeux d'hiver à Rivière-du-Loup en 2023, la région des Laurentides a terminé au 2e rang au classement des régions avec une récolte de 64 médailles. Lors de la 58e finale, en toute objectivité, à la suite des 3 dernières années, l'équipe de Laurentides souhaite se classer dans le top 3 au classement général des régions avec un minimum de 200 points. Vous pouvez suivre les performances des athlètes et consulter les résultats aussitôt compilés sur le site web jeuxduquebec.com. La Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie souhaite informer la population qu'une éclipse solaire pourra être observée dans plusieurs régions du Québec le lundi 8 avril entre 15h15 et 16h37. Ce phénomène provoquera une période d'obscurité comparable au crépuscule. La bande de totalité est une zone où il est possible d'observer le phénomène complet de l'éclipse, ce qui peut engendrer de nombreux déplacements vers cette zone. La période d'obscurité totale pourra varier entre 1 minute et 3 minutes 50 secondes selon la position et devrait subvenir aux alentours de 15h30. Il s'agit d'un phénomène impressionnant qui ne se reproduira pas au Québec avant 375 ans. L'éclipse totale sera observable dans les régions suivantes: Montréal dans la partie sud, la Montérégie dans la partie sud, l'Estrie dans la totalité de la région, le centre du Québec dans la partie sud, Chaudière-Appalaches dans la partie sud et les îles de la Madeleine dans la totalité de la région. Une éclipse partielle sera tout de même visible dans le reste de la province, notamment dans les villes de Québec, Laval et Trois-Rivières, qui seront situées aux abords des zones de totalité de l'éclipse solaire. Au Québec, l'éclipse partielle sera visible entre 14h30 et 17h44. Il ne faut pas regarder l'éclipse solaire à l'œil nu pour toute la durée de l'événement. Regarder l'éclipse sans protection adéquate peut provoquer de graves lésions permanentes aux yeux. Pour bien vous préparer à l'événement, consultez les conseils disponibles sur le site web du gouvernement du Québec. La Fédération des astronomes amateurs du Québec a développé une application qui permet de suivre en temps réel la progression de l'éclipse et indique les moments durant lesquels il est possible de visionner l'éclipse sans lunettes. L'application est disponible en version iOS et Android. Le CI3S de Laurentides et le Collège Lionel Groux sont fiers de souligner la réussite des 5 premiers finissants au programme d'attestation d'études collégiales d'intégration à la profession d'infirmière au Québec pour les infirmières et infirmiers diplômés hors Canada. Installés à Sainte-Thérèse depuis l'hiver 2023, les 5 finissants proviennent de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Ils sont candidats à l'exercice de la profession infirmière et travaillent maintenant à l'hôpital de Saint-Eustache. Leur prochain objectif est de réussir l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et d'obtenir le permis d'exercice de la profession. Pour la réussite de ce prochain défi, ils sont soutenus et accompagnés par des équipes du CI3S de Laurentides. Madame Julie Delaney, directrice générale du CI3S de Laurentides, explique que le recrutement à l'international est l'une des stratégies pour faire face au manque de personnel soignant et que ces professionnels ont rapidement pris leur place auprès des équipes. Elle ajoute que son organisation est fière de leur parcours académique, de leur mobilisation et de leur détermination au cours des derniers mois. Philippe Nasser, directeur général du Collège Lionel Groux, mentionne que cette attestation d'études collégiales est complètement ancrée dans la mission et les valeurs de l'institution et qu'elle est une façon concrète de valoriser le partage et l'avancement des savoirs en favorisant l'accomplissement professionnel et personnel. Il ajoute qu'il s'agit d'une collaboration concrète qui permet de continuer d'être une figure de proue en enseignement supérieur, de s'engager socialement au sein de la région tout en offrant une expérience signifiante et enrichissante pour ses étudiants. Le déploiement de ce projet, levier majeur pour la formation et l'intégration de futures infirmières et infirmiers dans les Laurentides, a été rendu possible grâce à un important travail de concertation de plusieurs acteurs, dont l'organisme communautaire Accès Accueil Action Basse-Laurentides. Aussi, les municipalités et les MRC ont joué un rôle important dans leur intégration pour accueillir, intégrer et soutenir ces étudiants et étudiantes et leurs familles tout au long de l'année 2023.
Le CI3S Laurentides et le Centre collégial de Mont-Laurier, affilié au Cégep de Saint-Jérôme, sont fiers de souligner la réussite des 9 premiers finissants au programme d'attestation d'études collégiales d'intégration à la profession infirmière au Québec pour les infirmiers et infirmières diplômés hors Canada. Installés à Mont-Laurier depuis l'hiver 2023, ces 9 finissantes et finissants proviennent de l'Algérie, du Maroc, du Cameroun et de la Tunisie. Ils sont désormais candidats à l'exercice de la profession infirmière. Ils travaillent actuellement à l'hôpital de Mont-Laurier ainsi qu'au CHSLD du Centre multiservices de santé et de services sociaux Sainte-Anne. Leur prochain objectif est de réussir l'examen de l'Ordre des infirmiers du Québec et d'obtenir le permis d'exercice de la profession. Pour réussir ce prochain défi, les équipes du CI3S soutiennent et les accompagnent. La directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Nadine Legal, est heureuse que le collège puisse contribuer à la réalisation de ce projet d'intégration. Elle mentionne que la détermination de ces infirmières et infirmiers nouvellement diplômés à surmonter les obstacles et à contribuer positivement à la santé de la communauté est véritablement inspirante. Annie Lapointe, directrice du Centre collégial de Mont-Laurier, se dit aussi ravie par la réussite de ses étudiants et étudiantes. Le CI3S des Laurentides offre maintenant un service de musicothérapie aux parents vivant un deuil périnatal ainsi qu'aux enfants et adolescents vivant le deuil d'un parent. En contexte de deuil, la musicothérapie est une relation d'aide où un musicothérapeute accompagne les usagers dans leur processus en utilisant la musique de diverses façons. Il crée avec eux un projet musical porteur de sens en fonction de leurs besoins. Il permet aux usagers de prendre un moment pour se reposer, s'exprimer différemment, raconter leur histoire et faire le point sur une perte vécue ou simplement pour traverser un deuil récent à leur rythme. La présidente directrice générale, Mme Julie Delaney, mentionne que le deuil affecte l'unité familiale entière et que chaque individu le vit différemment et que c'est pourquoi le CI3S Laurentides assure maintenant la prise en charge, par cet accompagnement, des parents et des jeunes endeuillés. Elle ajoute que ce service est une initiative qui vise à bonifier les interventions en santé physique et en santé mentale pour les familles de la région. Le service de musicothérapie est disponible à l'installation du CLSC du centre-ville de Saint-Jérôme ou en virtuel. Pour faire une demande de service, vous pouvez écrire à l'adresse courriel nathalie.maillard.cislau@sss.gouv.qc.ca. Pour toute demande de soutien lié au deuil périnatal, communiquez avec Info Social en composant le 811 option 2. Pour de plus amples informations sur les ressources liées au deuil périnatal, consultez la page Grossesse et accouchement du site web du CI3S Laurentides. La direction de santé publique du CI3S Laurentides a dévoilé son rapport sur l'évaluation de la vulnérabilité populationnelle régionale au changement climatique, aussi appelé un VRAC. Le projet VRAC est un rapport d'évaluation des conséquences potentielles de certains événements climatiques et naturels appelés aléas, susceptibles d'affecter la santé, la sécurité et la qualité de vie des gens. Les résultats obtenus dans le cadre du projet VRAC serviront notamment à identifier les secteurs et les communautés les plus vulnérables afin de sensibiliser et mieux outiller les différents acteurs régionaux dans la planification des meilleures interventions à déployer et des mesures d'adaptation au changement climatique. Dans la région de Laurentides, certains aléas comme la chaleur, les tempêtes, les précipitations intenses, les inondations et la sécheresse auront plus d'effet que d'autres sur la population. En raison de leur sensibilité, de leur capacité d'adaptation et de la façon dont elles seront exposées aux phénomènes causés par la variation du climat, certaines personnes vulnérables pourraient être davantage touchées. Selon les contextes locaux et géographiques, les niveaux de vulnérabilité aux effets des changements climatiques diffèrent également entre les territoires des municipalités régionales de comté. Grâce au rapport VRAC, qui permet de mieux comprendre les risques directs et indirects de certains aléas sur la qualité de vie des gens, les intervenants en santé publique et les partenaires de la région pourront agir en amont en ciblant des actions d'adaptation pour préserver la santé et le bien-être de la population, mieux la préparer et la rendre résiliente au changement climatique. Le VRAC est le premier volet d'un plus vaste projet appelé VRAC Parc, chapeauté par l'Institut national de santé publique du Québec. La direction de santé publique du CI3S Laurentides poursuit ses travaux en amorçant l'élaboration d'un plan d'adaptation régionale au changement climatique. Jusqu'au 1er juillet, la MRC de la Rivière-du-Nord effectuera l'inventaire des immeubles sur le territoire. Cette démarche est réalisée conformément à la loi sur la fiscalité municipale du Québec et doit être faite au moins une fois tous les 9 ans. Dans les prochains mois, les citoyens recevront par la poste un formulaire d'enquête à compléter et pourraient recevoir la visite d'un inspecteur autorisé de la firme LBP évaluateur agréé. Celui-ci sera clairement identifié par une carte d'identité et un dossard.
La ville de Sainte-Adèle est fière de reconnaître le dévouement, la discipline et l'effort des jeunes athlètes adélois par l'entremise du programme de soutien à l'excellence sportive. En supportant financièrement les athlètes de haut niveau, ce programme vise à souligner la ténacité, la rigueur et l'assiduité au travail de la relève sportive adéloise. Le programme prévoit des bourses individuelles de 100 à 500 $ selon le niveau de compétition dans lequel l'athlète évolue, soit régional, provincial, national ou international. Pour être admissible, les candidats doivent résider à Sainte-Adèle depuis au moins 24 mois, être âgés de 25 ans ou moins au moment du dépôt de la demande et évoluer dans une discipline sportive reconnue par Sport Québec. Tous les détails en lien avec ce programme sont disponibles sur le site web de la ville de Sainte-Adèle. Les personnes intéressées à soumettre leur dossier doivent compléter le formulaire de candidature au plus tard le mardi 3 septembre et le faire parvenir par courriel à loisirs@vdsa.ca. Vous pouvez également le faire parvenir par la poste à la ville de Sainte-Adèle, à l'adresse 1381 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, au code postal J8B1A4, à l'attention du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Les bourses seront octroyées en fonction de la qualité du dossier présenté, du cheminement sportif de l'athlète, des performances enregistrées durant l'année en cours, ainsi que du niveau de discipline et de détermination lié à l'atteinte des objectifs de l'athlète. Le comité d'évaluation sera formé d'un citoyen, de 2 élus et du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Sainte-Adèle. Revenez-nous après la pause. Plusieurs faits saillants sont ressortis de la dernière science du Conseil de la MRC des Pays d'en haut. Selon les dernières statistiques, la population de la MRC au 1er juillet 2023 était de 48 852 habitants permanents. Avec 14 753 habitants, Sainte-Adèle demeure première en termes de population devant Saint-Sauveur qui comptait alors 11 939 habitants. Ces deux villes pèsent près de 55 % de la population totale de la MRC. Le Comité de développement économique et territorial a travaillé sur plusieurs fronts, dont l'élaboration d'une politique de soutien aux entreprises, le suivi des investissements, la rencontre conjointe avec le comité de logement, le projet de destination touristique intelligente, le bilan du plan de développement économique et territorial, le plan stratégique de développement économique avec le MEIE, une consultation pour la révision du schéma d'aménagement et le projet Laurentide en emploi. Les défis incluent l'accompagnement des municipalités dans l'identification des objectifs pour les fonds locaux de développement, redéfinir le rôle du comité de développement économique et territorial comme lieu d'échange avec les entrepreneurs et faire face au ralentissement des activités économiques dans un contexte inflationniste. Le Fonds Culture et Patrimoine a analysé 20 dossiers pour une aide financière totale de 110 000 $. 62 000 $ ont été recommandés pour 11 projets. Le guide d'attribution 2024 a été adopté et l'appel de projet 2024 a été lancé le 13 décembre. Dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023, des projets comme le documentaire sur le Petit Train du Nord ont été suivis, ainsi qu'un projet de médiation culturelle intergénérationnelle. 4 nouveaux projets ont été recommandés, notamment pour l'animation culturelle en plein air et la préservation de la mémoire vivante. Pour l'entente de développement culturel 2024, un plan d'action a été soumis au MCC. Concernant le dossier patrimoine, des démarches ont été entreprises en réponse à la loi 69, avec notamment la caractérisation des immeubles. Enfin, une nouvelle politique culturelle et patrimoniale est en cours d'élaboration. Le comité de logement de la MRC des Pays d'en haut a accompli diverses actions, dont la rédaction d'une politique de l'habitation, la recommandation d'ajout au schéma d'aménagement lié au logement, l'identification d'initiatives pour les villes, le repérage des terrains municipaux pour la construction de logements, la production de statistiques sur le logement, le soutien continu à l'Office municipal d'habitation, l'organisation d'un comité d'action stratégique en habitation abordable, la liaison avec d'autres comités comme le CDET, l'analyse de scénarios de fusion avec l'Office d'habitation et un rapport au Conseil de la MRC sur les travaux effectués. Le comité Signature Innovation a réalisé plusieurs avancées significatives, dont le lancement du programme Signature Innovation avec l'annonce publique des 12 premiers octrois en juin 2023 et une page web dédiée a été créée pour le programme. 2 appels à projets ont été lancés avec un total de 512 460 $ accordés à différents projets. Des initiatives internes telles que la conception d'une vidéo de lancement, la structuration du projet Route Blanche et la mise en place de la brigade d'accueil ont également été réalisées. Les enjeux incluent une meilleure vue d'ensemble de l'état des réseaux, des hausses significatives de la valeur foncière et des coûts de construction, ainsi qu'un suivi rigoureux des projets impliquant des servitudes de passage récréatif.
En 2023, le comité du Fonds local d'investissement a approuvé 8 dossiers, générant un financement de 448 500 $ et des investissements de 1 191 194 500 $. Ces projets ont créé et maintenu 14 emplois. Le renouvellement des fonds locaux d'investissement jusqu'en 2025 a été autorisé par le gouvernement du Québec avec un nouveau contrat signé en octobre 2023. Une politique d'investissement révisée a été approuvée en septembre 2023, proposant des conditions avantageuses malgré le resserrement des institutions financières. Les efforts ont été déployés par les employés du Service de développement économique pour promouvoir le Fonds local d'investissement, entre autres grâce à des rencontres avec diverses institutions et organisations. En 2023, le Centre sportif a amélioré sa gestion et son offre de services, notamment dans les bassins des Jardins, et a signé des ententes de commandite avec IGA Sobeys et Groupe Laurence. Une fermeture complète de 4 semaines a permis des rénovations et des améliorations dans les bassins. Des ententes intermunicipales ont été établies pour l'entretien paysager et la surveillance pendant l'heure du midi. Les budgets d'exploitation ont été analysés en vue de l'élaboration du budget 2024. Parmi les défis à relever, notons l'entretien des bassins et la qualité de l'eau, ainsi que la résolution de problèmes techniques sur les systèmes mécaniques. Des actions sont prévues pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes, notamment la filtration UV et le réseau de glycol pour l'eau chaude domestique. Le comité du Fonds Région et Ruralité a reçu 24 demandes pour l'appel à projet 2023, totalisant 617 137 $. 17 ont été acceptés pour 275 000 $. 4 demandes de soutien au fonctionnement sur 2 ans ont été financées à hauteur de 190 000 $. Un appel à projet en continu a été lancé avec 2 dates butoirs annuelles. Les documents de gestion pour le Fonds Région et Ruralité ont été mis à jour. Les défis incluent la relocalisation des organismes communautaires, la gestion des projets de chantier et les demandes d'aide au fonctionnement. Une réflexion est nécessaire pour mieux encadrer ces demandes, clarifier les critères et revoir le caractère exceptionnel du financement. Le comité du Fonds Virage numérique de la MRC des Pays-de-Nord a soutenu 10 projets locaux pour une somme totale de 48 600 $. Dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir le Fonds Virage numérique, 14 entreprises ont répondu favorablement à l'appel d'intérêt visant les prestataires de services web et numériques du territoire afin de faciliter la mise en relation et les promoteurs de la région. La MRC des Pays-de-Nord a octroyé un contrat afin de mettre à jour son profil socio-économique, la dernière version datant de 2015. La version mise à jour du profil socio-économique sera rendue accessible via le site web de la MRC d'ici l'automne prochain. Le Conseil de la MRC a adopté l'entente cadre signée avec Éco-Entreprises Québec concernant la modernisation de la collecte sélective. Toutefois, la MRC agissait déjà comme précurseur dans ce domaine en uniformisant le service de collecte de matières résiduelles à l'ensemble des 10 municipalités la constituant. Le comité de démolition de la ville de Mont-Laurier a tenu une audience publique le 19 février dernier à la salle du conseil municipal à la suite de la demande de démolition de la gare déposée par la MRC d'Antoine Labelle. Après de nombreuses analyses et plusieurs témoignages entendus lors de l'audience, le comité de démolition refuse la démolition totale de la gare située au 700 rue Vaudreuil telle que présentée. Toutefois, le comité est favorable à étudier une nouvelle demande de démolition comportant 2 options pour comparaison, soit la démolition complète telle que déposée et une nouvelle option basée sur une démolition partielle permettant de conserver la partie d'origine du bâtiment et ainsi réduire les coûts de restauration. Près d'une 50aine de personnes se sont présentées dans le cadre de cette audience. Ils ont partagé leur opposition quant à la démolition de la gare auprès du comité de démolition composé de certains membres du conseil municipal, dont M. Daniel Bourdon, Mme Suzanne Parisé et M. Yves Desjardins. En vertu de la loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la création d'un comité de démolition et la tenue d'une audience publique sont obligatoires avant de rendre une décision. Les membres du comité doivent prendre connaissance de la demande, des études et des analyses d'experts en lien avec le dossier et écouter lors de l'audience publique les personnes désirant s'opposer à la démolition. Rappelons qu'un avis public annonçant cette audience a été publié 10 jours avant la tenue de l'événement. Les citoyens étaient invités à déposer par écrit, précisant leur motivation, au service du greffe de la Ville. À la suite de la prise de décision, toute personne désirant procéder à une demande de révision peut notamment le faire dans un délai de 30 jours en transmettant un avis écrit et signé à cet effet au service du greffe de la Ville de Mont-Laurier. L'avis doit énoncer les motifs invoqués à l'encontre de cette décision. Le conseil municipal peut également, de son propre chef, procéder à la révision de la décision du comité de démolition dans les 30 jours, soit au plus tard le 20 mars prochain.
La ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer la programmation de la semaine de relâche qui se déroulera du 2 au 8 mars inclusivement. Des activités gratuites et accessibles pour tous les membres de la famille seront offertes. Dans le cadre du défi Château de neige, la ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Loisirs Laurentides, vous invite une fois de plus à construire votre château. Inscrivez-le au défichâteauneige.ca en sélectionnant l'événement Mont-Laurier et vous courez la chance de remporter l'un des 3 grands prix lors de la fête des neiges. Faites vite, vous avez jusqu'au 1er mars pour inscrire votre château. 3 grands prix sont à gagner, 2 nuitées au village de Tipi, la Bourgade, une exposition familiale en chien de traîneau chez Expédition Rêve Blanc et une expédition familiale à cheval au Ranch Bellway. Rendez-vous le samedi 2 mars jusqu'à 16h au parc Ernest-Léonard pour profiter d'une foule d'activités extérieures. Les mascottes de Mario et Luigi seront également présentes pour s'amuser avec les enfants tout au long de l'activité. Au programme de 10h à 16h, musique avec le dynamique DJ Reg, glissade, accès au parc à neige, jeux gonflables, feux de joie, casse-croûte et en nouveauté, une mini-ferme ainsi que des tours de calèche par Ranch Bellway. Mario et Luigi seront bien sûr présents. De 10h à midi, un concours d'habileté sur la patinoire organisé par Décaquet Mont-Laurier de 10h30 à midi et de 13h à 14h30, il y aura initiation au snow skate par Technical Skateboards. De midi à 16h, il y aura un tournoi de hockey bottine. Les inscriptions sont requises via la plateforme Amelia. N'hésitez pas à apporter vos patins et vos traîneaux. La ville vous attend en grand nombre. La ville vous propose également du patinage illuminé au centre sportif Jacques-Lesage, en plus de plages horaires de hockey libre. De plus, la piscine municipale offrira une programmation de bains couloirs et de bains libres pour les adeptes de natation. Il y aura même des bains libres avec musique et lumière pour une ambiance festive. Les admissions sont gratuites du 2 au 8 mars et les horaires sont disponibles au villemonlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de lancer l'appel de dossier annuel visant l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par un citoyen de la Ville ou de la région, que vous soyez artiste professionnel, artisan ou membre de la relève artistique, que vous pratiquiez la photo, la sculpture, le collage ou toute autre forme d'art visuel. Cet appel s'adresse à vous. N'hésitez donc pas à déposer votre dossier. Le formulaire de dépôt est disponible sur le site web de la Ville de Mont-Laurier. La collection d'œuvres d'art de la Ville désire représenter différentes disciplines entourant les métiers d'art visuel. Ainsi, ce n'est qu'en recevant les propositions variées que la Ville atteindra cet objectif. Les candidats intéressés à proposer une œuvre d'art sont donc invités à remplir le formulaire de proposition d'œuvre d'art disponible sur le site web de la Ville avant le 10 mars. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux qui le désirent. Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC des Laurentides, en concertation avec le milieu, invite les artistes et les organismes culturels à offrir des spectacles extérieurs ou des activités de médiation culturelle afin de contribuer à la vitalité culturelle du territoire. Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 4 avril. Vous pouvez retrouver les modalités des 2 appels à proposition sur le site web de la MRC des Laurentides. Le comité culturel de la MRC des Laurentides se réunira par la suite afin de sélectionner les projets retenus. Pour plus d'informations ou pour soumettre votre candidature, vous pouvez contacter Cassandre Carrette, agente culturelle, au ccarrette@mrclaurentide.qc.ca ou au 819-425-5555 au poste 1027. Alors que le conseil de la MRC d'Antoine Labelle adoptait le plan de développement de la zone agricole, aussi appelé PDZA, lors de la séance du conseil du 26 septembre dernier, c'est lors de son événement de lancement du 27 février dernier, que l'organisation présentait son document aux partenaires du projet et aux acteurs du milieu agricole. Ce document se veut un outil de planification qui vise à favoriser le développement du territoire agricole de la MRC d'Antoine Labelle, en plus de mettre en valeur les activités agricoles et le travail des artisans. Alors que le premier PDZA de la MRC a été adopté en 2015, la révision de celui-ci a débuté en 2020 afin de répondre aux besoins évolutifs et aux nouvelles réalités du secteur agricole. Réalisé par l'intermédiaire d'une démarche de concertation entre la MRC et les principaux acteurs du milieu, le PDZA prend appui sur un état de situation de l'agriculture ainsi que sur l'identification des possibilités de développement et de mise en valeur. Complémentaire aux démarches de planification déjà en place, le PDZA pourra enrichir le contenu du schéma d'aménagement et de développement de la MRC et propose des pistes d'action pour soutenir le dynamisme agricole.
Mylène Maillard, directrice générale de la MRC d'Anton-Label, affirme que l'agriculture est un des vecteurs clés de l'histoire du territoire et de son développement et que c'est pourquoi pour la MRC, il était primordial d'élaborer un plan visant le développement responsable de l'agriculture tout en encourageant l'autonomie alimentaire au sein des communautés. Elle ajoute que les orientations se devaient également de mettre en lumière les enjeux émergents, notamment l'adaptation au changement climatique et la protection de l'environnement. Cet outil contribue à la connaissance accrue des activités agricoles du territoire, à l'élaboration d'une vision concertée du développement de l'agriculture et à la définition de moyens permettant d'assurer la vitalité du milieu agricole, notamment par la mise en place d'actions concrètes. M. Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Anton-Label et maire de la ville de Mont-Laurier, explique que c'est à travers ce PDZA que se poursuit la volonté du conseil de la MRC de reconnaître et de positionner le milieu agricole comme un secteur important pour la région, en plus de se pencher sur certains défis importants, notamment la sécurité alimentaire de l'ensemble des communautés et la relève agricole du territoire, pour ne nommer que ceux-là. La révision du PDZA a été possible grâce au dévouement du personnel du service de l'aménagement du territoire, des membres du comité consultatif agricole et du comité de pilotage de la MRC. Soulignons également la précieuse participation de la communauté agricole et des citoyens lors des différentes démarches consultatives. Finalement, le PDZA révisé a également été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire. Pour plus d'informations sur le plan de développement de la zone agricole, communiquez avec Mme Nadia Brousseau, agente de développement agroalimentaire de la MRC d'Antoine-Label, par courriel à pdza@mrc-antoine-label.qc.ca ou par téléphone au 819-623-3485 au poste 213. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Saint-Hippolyte sollicite les photographes amateurs et professionnels de son territoire à soumettre leurs plus beaux clichés de la faune hippolytoise afin d'illustrer l'édition 2025 de son calendrier. Les photos doivent être transmises au plus tard le 30 septembre à 23h59. Sous le thème « La faune à travers les saisons », ce concours souhaite mettre en valeur la beauté des différentes espèces animales qui nous entourent et ce, en toute saison. C'est également un thème qui s'inscrit parfaitement dans le nouveau plan de conservation des milieux naturels de la municipalité, qui se veut un outil de gestion du territoire visant l'intégration de la conservation des milieux naturels à la planification du territoire. Toutes les photos reçues des citoyens et des citoyennes de Saint-Hippolyte, qu'elles soient utilisées ou non dans le calendrier municipal, viendront enrichir la banque de photos de la municipalité afin d'illustrer différents outils et plateformes de communication, donc des dépliants, le site Web, la page Facebook, le compte Instagram et des affiches. Un jury indépendant évaluera les photos soumises par le service des communications et attribuera 3 prix. Un chèque cadeau de 200 $ échangeable à l'auberge du lac Morancy, un chèque cadeau de 100 $ échangeable à la bibite à sucre et un chèque de 50 $ échangeable à la bibite à sucre. Pour participer au concours, il faut habiter sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte, là où le participant peut être amateur, semi-professionnel ou professionnel. Les participants âgés de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal. Un citoyen peut soumettre jusqu'à 5 photos. Chaque participant atteste être l'auteur de la photo présentée et autorise la municipalité de Saint-Hippolyte à la publier et à l'exposer en tout temps. Cette dernière s'engage à mentionner le nom de l'auteur lorsque possible. Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur la photo, elles doivent accepter qu'elle soit publiée via le formulaire d'inscription. Les employés municipaux qui résident à Saint-Hippolyte peuvent soumettre des photos, mais ne seront pas admissibles à l'un des 3 prix du concours. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.